L'histoire des hôpitaux par Hamida Chaouki, docteur en médecine et docteur en histoire, une émission de Georges Lens et Frédéric Gilbert. Bonjour Hamida. Bonjour. Donc on arrive à la troisième révolution médicale. Tu nous avais bien expliqué à quel point l'évolution technologique et industrielle, qui correspondait aussi à des révolutions, et on parle de la troisième révolution industrielle, correspondait, on le comprend, à une évolution révolutionnaire dans le domaine de la médecine, de la santé et de l'organisation de la santé. Alors, ça commence quand cette troisième révolution ? Alors, justement, pour illustrer ce fait, à savoir l'arrivée de nouvelles technologies et à la remorque une explosion de la médecine, trois exemples. Première grève du cœur, 3 décembre 1967. Premier vol du Concorde, notre magnifique avion supersonique, 2 mars 1969. Conquête de la Lune, 16 juillet 69. Donc on retrouve à la fin des années 60, à l'acmé de ce qu'on appellerait les 30 glorieuses, des conquêtes médicales, chirurgicales, spatiales, extraordinaire. La conquête de la Lune, par exemple, on essaye d'y retourner. On n'est pas en situation actuellement de pouvoir poser de nouveaux marchés sur la Lune. Et donc, je voulais un petit peu symboliser ces 30 glorieuses, nous, comme médecins, par ces années de conquête chirurgicale et médicale. Donc, ces grandes réussites vont entraîner d'aussi belles réussites dans le domaine médical. La médecine va changer à ce moment-là. Elle va être effectivement transformée. Alors on peut déjà en voir les prémices dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est vrai que déjà en matière de pharmacologie, on avait des sulfamides dont le chef de file est le Bactrim qu'on utilise toujours. En 1928, Lord Fleming anoblit prix Nobel de médecine avec 2 autres récipiendaires, avait de façon entre guillemets fortuite découvert la pénicilline par ce que moi, c'est une qualification que je trouve, que je me suis appropriée, la sérendipité. Qu'est-ce que c'est que la sérendipité ? C'est la notion de découverte en innovation un petit peu par hasard. C'est-à-dire, il travaillait sur la bactériologie et il avait devant lui une boîte de pétri dans laquelle il cultivait du streptocoque. Et puis, par 3 semaines en congé, quand il revient, il s'aperçoit qu'autour de... les souches avaient été détruites et il voit effectivement une conformation blanchâtre. Et en fait, c'était un champignon, du pénicillium. Et c'est un peu ce hasard qui souvent fait avancer la science. Ce que les Américains et les Anglo-Saxons appellent serendipity, et nous la serendipity. Donc c'est cette qualification que je trouve aussi qui apporte dans certaines unités de recherche, ils vont effectivement travailler sur le cancer pour l'ARN messager, et puis le Covid. Et bien là, on sait qu'on a pu développer les virus, les vaccins ARN parce que on avait travaillé préalablement sur... Justement, ce que tu viens de dire est très important, parce que devant ce hasard, devant cette surprise, en tirer les conséquences, il faut avoir énormément de connaissances des problèmes et la qualité de celui qui sait réagir. Et pour continuer sur l'histoire de la pénicilline, Fleming finalement arrête ses travaux en 1932. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas la possibilité de produire de façon industrielle la pénicilline. Et ça n'est que à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, un laboratoire que l'on connaît bien, Pfizer, qui arrive effectivement à produire de façon industrielle la pénicilline à des centaines de milliards d'unités, et donc d'où
l'émergence de l'antibiothérapie au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, comme on met au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale au point la streptomycine, l'isoniazide et le PAS, ces merveilleux médicaments antibiotiques antituberculeux qu'on utilise toujours, et par la suite aussi l'arrivée dans les années 80 d'une explosion de l'antibiothérapie avec les produits que l'on connaît tous comme les céphalosporines de première, deuxième, troisième génération. On oublie l'importance de l'arrivée de l'antibiothérapie. On l'oublie, souvent... Parce que les gens étaient terrorisés. Moi, je me souviens, mes premières consultations, quand on me parlait de quelqu'un qui avait la tuberculose, on baissait la voix tellement les gens étaient terrorisés encore dans les années 70 par cette maladie. Et tout ça, ça a disparu. Et il est probable que dans les années 80, ces antibiotiques ont été trop utilisés, parce qu'effectivement, tous les ans, on voyait apparaître dans nos services de réanimation de nouveaux antibiotiques, et on pensait que ce serait des découvertes à l'infini. Et en fait, non, absolument pas, puisque avec cette génération d'antibiotiques de réanimation, et donc maintenant, il faut à tout prix, effectivement, on a cette notion d'antibiothérapie de dernier recours, comme la colistine, dont il faut savoir préserver et n'utiliser qu'en dernier recours. Le corps est aussi exploré dans ces années, dans ces 30 glorieuses. Il est exploré avec la mise au point de l'échographie Doppler, avec le scanner, avec l'arrivée de l'IRM. Donc, le corps est exploré, le diagnostic est beaucoup plus fiable, il est réalisé de façon non invasive. Le corps est opéré, il est opéré avec l'explosion de l'anesthésie-réanimation, les ventilateurs sophistiqués. On doit rappeler que les premiers ventilateurs de réanimation sont mis au point en 1954 avec la marque Angström, suite à l'arrivée de la très grande épidémie de poliomyélite entre 1953 et 1958. Et donc beaucoup d'enfants victimes de poliomyélite sont confiés aux réanimateurs et aux premiers respirateurs de réanimation. En matière d'anesthésie de réanimation, la lame de Macintosh, c'est-à-dire le laryngoscope tel qu'on le connaît actuellement, est mise au point en 1945, la défibrillation en 1947. Et donc, cette émergence de la réanimation aussi se concrétise par la mise au point de la voie centrale, la perfusion de la voie centrale par Aubagnac, qui publie son texte magistral en 1954. Et j'ai publié une histoire de la sous-clavière parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer le fils du professeur Aubagnac, qui était lui-même professeur d'université à Marseille, et il m'a expliqué comment son papa avait mis au point cette voie centrale. Tout simplement, durant le conflit mondial, en 1944, en mai 1944, il était médecin auprès des troupes françaises qui combattaient au pied du mont Cassino, la célèbre bataille où les tirailleurs marocains, algériens, ont été à l'assaut du couvent au sommet du mont Cassin. Il reçoit un Américain qui a explosé sur une mine, et effectivement, il avait l'épaule déchiquetée, il voit la veine sous-clavière, et avec une aiguille, il la perfuse. Et c'est comme ça qu'il a l'idée, après-guerre, de mettre au point, par voie percutanée, cette technique, qui devient symboliquement une des voies d'abord les plus connues et les plus utilisées. Ça change la réanimation. Complètement la réanimation, avant que dans les années 60 n'arrive la voie jugulaire interne, une voie anglo-saxonne. Et moi, comme bon français, j'ai beaucoup utilisé plutôt la voie sous clavière, la voie française.
Donc tu nous montres une explosion des progrès en médecine et vraiment la médecine change totalement. Mais en plus sur le plan social, il y a aussi une révolution. C'est-à-dire que la médecine va être à la disposition de l'ensemble de la population. Alors on voit bien sûr cette révolution dans le domaine de l'hospitalisation avec la loi, les ordonnances du 30 décembre 1958 créant les CHU, Centres Hospitaliers Universitaires. Je faisais juste allusion avant à la réforme de la sécurité sociale qui s'est étendue à partir de 1945. De 1945. Ça a été là vraiment c'est le CNR, une révolution. Le Conseil national de la résistance, sous un petit peu l'impulsion intellectuelle de Lord Beveridge, un Anglais, qui lui avait créé le système de santé anglais. Lord Beveridge ont créé donc la sécurité sociale, un petit peu sur l'inspiration anglo-saxonne, la sécurité sociale au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Et on n'ose pas dire que les Allemands Bismarck avaient fait un peu pareil. Un système bismarckien. Bien avant nous. Voilà. Et donc la sécurité sociale trouve aussi son aboutissement dans la création, la révolution hospitalière, sous l'inspiration en fait de jeunes, ce qu'on appelle des jeunes Turcs, mendéciens, qui dès les années 50, de jeunes chefs de clinique, qui ont fait leur formation, bien sûr, universitaire en France, mais qui ont fait aussi une année d'immersion aux États-Unis, qui se sont inspirés du système américain pour influencer et inspirer la création de ces hôpitaux. Et donc, à partir de ces jeunes mendéciens, dont Jean Dossé, notre futur prix Nobel de médecine, qui aura découvert les systèmes immunologiques HLA, qui permettront ensuite de faciliter les greffes d'organes. Donc Jean Dossé, entre autres, avec comme médecin senior Robert Debré, inspire, et donc je dois rappeler le colloque de Caen qui a été fondamental en 1956, qui était présidé par Mendes France, qui avait été président du Conseil en 1954, et malheureusement c'est un homme politique finalement qui n'a gouverné qu'une dizaine de mois et qui a inspiré une génération entière par sa pensée sociale très importante, qui a été repris par le gaullisme. Et donc Robert Debré, dont le fils était Premier ministre du général de Gaulle, très facilement a prononcé les ordonnances du 30 décembre 1958 qui crée le temps plein hospitalier et puis qui fait que le médecin, lui, est soignant, il est chercheur et il est enseignant. Et il est payé par l'éducation nationale d'un côté et par l'hôpital de l'autre. Et on vit toujours sur ce système. Et le temps plein hospitalier apparaît. De Gaulle s'en est inquiété. Il dit: comment voulez-vous qu'un médecin puisse passer toute sa journée à l'hôpital et que va devenir sa clientèle privée? Parce que c'était ça, avant cette révolution. Le médecin, les grands médecins travaillaient à l'hôpital quasi bénévolement et puis, bien sûr, aller vers leur clientèle privée. D'où le fait que quand on a prononcé ces ordonnances, on a instauré le secteur privé à l'hôpital pour permettre à ces médecins de continuer en quelque sorte d'avoir... et un petit peu pour limiter la concurrence du secteur privé, probablement des cliniques. Aussi. Mais enfin, quelque part, cette loi a permis que l'excellence ait lieu dans l'hôpital et que l'enseignement se fasse aussi bien à l'hôpital qu'à la faculté. Tout à fait. Donc, le grand centre de recherche, les centres de recherche en médecine étaient regroupés au sein de l'INH, qui est l'Institut national de l'hygiène. Et sous l'impulsion des nouveaux médecins, de cette génération de médecins, on crée l'INSERM en 1964. 64 l'INSERM. Qui permet donc la recherche en médecine et qui est un outil remarquable qui reste encore d'actualité.
Donc, cette explosion a lieu durant ces 30 glorieuses. Tu viens de nous expliquer les causes et les conséquences. Et est-ce que cette croissance continue ou est-ce qu'elle se limite? Est-ce qu'elle a ses propres frontières? Alors on pensait que effectivement cette croissance dans la médecine, la qualité serait continue jusqu'à ce qu'arrive effectivement la période des grandes crises sanitaires, l'arrivée du sida au début des années 80 et puis la malgouvernance qui s'ensuit avec la crise du sang contaminé. La crise de la vache folle, c'est une crise, une épizootie induite par les comportements de l'homme avec la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Et puis, à partir du début des années 2000, on voit arriver d'autres maladies comme le SRAS, qui n'est pas très loin du Covid actuel, mais entre-temps, on a des maladies, des fièvres hémorragiques, comme Ebola, comme la maladie de Walburg. Donc, oui, les crises sanitaires induisent une société qui va commencer à douter. Et à partir de la fin des années 80, on peut dire qu'on est rentré dans la société du doute scientifique. Le doute scientifique qui reste effectivement d'actualité par rapport... Et doute scientifique ou doute de la population vis-à-vis des scientifiques? C'est le doute des sociétés envers la science. Et quelque part, ces sociétés avaient cru, comme les médecins aussi, que tout ce qui était maladie infectieuse, ce problème était réglé, pour dire quand même que ce qu'avait été l'arrivée de l'antibiothérapie, et ça a été une surprise de voir qu'il y avait des maladies qui échappaient à nos compétences. Et puis aussi, quand même, la médecine était toute puissante, tellement puissante qu'elle pensait reculer la mort et qu'on avait l'acharnement thérapeutique. Ça aussi, ça a été une des limites de l'activité médicale. C'est une limite, et au début des années 2000, effectivement, émerge la notion de bioéthique avec toutes les lois, la loi Leonetti, toutes ces lois qui, effectivement, vont aller vers cette... Pour limiter cette utilisation abusive de la technique. Alors, les mentalités aussi ont évolué depuis le début des 30 Glorieuses avec la contraception, une conquête aussi des femmes, l'IVG voté par Simone Veil en 1975, et donc sur le plan de l'éthique et de la bioéthique aussi, on voit une évolution lente peut-être parfois, on peut considérer qu'elle est lente, mais néanmoins elle reste inéluctable, et donc on reste dans le progrès. C'est effectivement, nous médecins, on est en situation d'attendre de la société que les mentalités et que la législation aussi évoluent, et nous sommes derrière la législation. On l'a vu pour l'IVG qu'on a pratiqué tous au sein de nos hôpitaux, très respectueux bien sûr de la loi et du corps des femmes qui leur appartient. Donc on voit qu'il y a des évolutions qui ont suivi la technologie, des évolutions sociales, de mentalité, la place du patient dans la décision qui le concerne. Il n'est plus que le sujet, mais il est l'acteur aussi, je pense, à l'éducation thérapeutique. Il est l'acteur de la prise en charge de sa maladie, en particulier avec l'émergence de maladies chroniques qu'on n'avait pas autrefois parce que les gens en mouraient. Et dans tout ce contexte, on arrive à une crise. Pourquoi ? En particulier dans les hôpitaux. Alors tout simplement, à mon sens, dans cette révolution des années 30 glorieuses, on a aussi mis en place des innovations organisationnelles extraordinaires. Dans pratiquement dans la même décade, on crée le SAMU, on invente le SAMU avec le début de la télémédecine, on invente Médecins sans frontières,
on invente Europe Assistance, on invente l'HAD, 1970, hospitalisation à domicile, on met en place les services d'urgence, on continue par les salles de réveil qui n'existaient pas, on continue par la chirurgie ambulatoire, par exemple l'hospitalisation de jour, fin des années 80, début des années 90. Et en fait, depuis 20 ans, les innovations organisationnelles, on a l'impression, ont été non seulement freinées, mais on a installé plutôt des dysfonctionnements organisationnels petit à petit qui se sont instillés dans la gouvernance des hôpitaux et on peut dire aussi de la santé. C'est peut-être une des critiques que je formaliserai, alors que dans le même temps, on voit l'apparition de l'explosion des sciences avec en astronomie Hubble puis James Webb. On arrive maintenant aux confins de la naissance de l'univers. Le séquençage du génome humain avec en 2012 nos 2 prix Nobel de chimie, dont une française, Emmanuelle Charpentier, qui invente le ciseau génétique qui ouvre la voie à la thérapie génique. Elle a été couronnée du prix Nobel en 2020, alors qu'elle a publié son invention, sa découverte majeure avec sa collègue américaine en 2012. 8 ans seulement d'écart entre son statut de Nobel et la découverte, c'est dire si le couteau génétique et le ciseau génétique est extraordinaire. C'est une découverte majeure dont on n'a pas tout à fait conscience des immenses possibilités qui vont y arriver derrière. Moi, je pense que c'est une révolution aussi importante que la découverte en 1953 de Watson et Crick de l'ADN avec la double hélice et puis les nucléotides. Il me semble que c'est aussi important. Effectivement, on va voir cette thérapie génique, bien sûr, exploser dans les années à venir. Alors pourquoi ce malaise? Dans la mesure où les progrès continuent, l'espérance de vie s'améliore, même l'espérance de vie en bonne santé s'améliore. Est-ce que ce n'est pas le malaise de la société qui finalement se propage dans le système de santé? C'est-à-dire que on est effectivement tous attachés au bien-être et il y a des professionnels du bien-être, mais probablement que ces professionnels du bien-être se superposent aux professionnels de la médecine. Voilà, donc il y a un petit peu aussi cette ambivalence entre bien-être et qui s'adresse finalement à la normalité, comme disait Georges Canguilhem, le normal et le pathologique. Et donc on est aussi dans ce quiproquo. Ensuite, il est probable que ces 30 glorieuses ont mis l'accent sur la thérapeutique et on a beaucoup négligé la prévention, c'est évident. Et donc maintenant, il faut qu'on fasse des efforts énormes de prévention et c'est peut-être là où les professionnels du bien-être peuvent nous aider, parce que c'est vraiment leur champ d'action, la prévention, de pouvoir garder sa santé le plus longtemps possible en équilibre, en harmonie avec la nature. Alors nous arrivons au terme de cette histoire des hôpitaux et de la médecine et de l'humanité, parce que ça se conjugue en même temps. Quand on regarde le parcours qui a été fait depuis Hippocrate, c'est ahurissant. On n'a pas conscience de la chance que l'on a. Et oui, je rappelle qu'au temps de Louis XIV, l'espérance de vie s'était dépassée pas les 40 ans, que effectivement l'espérance de vie actuellement, dont en bonne santé, était largement élargie, que des seniors peuvent faire de la randonnée, que peuvent pratiquer le vélo et escalader quelques cols avec un petit peu de vélo électrique parfois. Mais donc voilà, c'est-à-dire que c'est le recul aussi de la mortalité infantile, de la mortalité puerpérale. Et donc
je crois qu'on a une chance inouïe dont on ne réalise pas qu'elle est due effectivement à beaucoup d'abnégation aussi de la part d'un petit groupe de chercheurs, de médecins, de professionnels de santé. Mais je suis très optimiste parce que je pense qu'une nouvelle génération arrive qui va se projeter vers peut-être plus de prévention, plus d'écoute de la nature et continuer ce long cheminement de la pensée médicale pour ce qui nous concerne vers une 4e révolution médicale qui sera la révolution de la médecine moléculaire et numérique telle que je pense l'avoir définie. Eh bien, je crois qu'on peut terminer sur ces propos optimistes et te remercier infiniment pour nous avoir raconté cette belle histoire de la médecine et des hôpitaux. Merci encore Frédéric, Georges, et je vous remercie infiniment d'avoir été aussi les acteurs de cette série de podcasts.